Pour ce débat, je vous présente, mais faut-il encore le présenter, Laurent Collet-Billon, le délégué général pour l'armement, en quelque sorte le gardien du temple de la BITD, la fameuse base industrielle et technologique de défense. Patrice Ken, le nouveau PDG de Thales, dont le groupe pratique beaucoup et avec succès des transferts de technologie. Et enfin, Philippe Petit-Colin, directeur général de Safran, dont le groupe a une longue tradition à l'international, aussi bien dans les domaines civils que militaires. Monsieur les délégués, je vous passe le ballon, ovale comme il se doit. Vous avez 5 minutes comme tout le monde. J'espère que les rebonds du ballon seront bons, pour commencer. Michel Cabirol, vous avez commencé en parlant de l'industrie de l'armement. On pourrait relancer un débat, est-ce que l'industrie de l'armement existe ? Ou existe-t-il simplement des industriels qui participent à la BITD ? Ça, c'est un débat qu'on a eu mardi soir, il y a Philippe Cottier par là, donc on pourra recommencer si vous voulez, c'est un vrai débat quand même. Bon, je vais vous dire quelques mots sur les exportations d'une manière générale. Je crois qu'aujourd'hui, on constate que nos succès dans l'aéronautique militaire sont au rendez-vous, enfin. Ça rend encore plus nécessaire probablement de parler de transfert de technologie. L'exportation, vous le savez, est tout à fait vitale pour nous dans l'exécution de la loi de programmation militaire. Nous avons prévu dès l'origine le fait de prendre simplement 26 Rafales avec une obligation d'en produire 66 sur les chaînes de Dassault au minimum, donc de Dassault et des coopérants au sein du GIE. Donc il y a Safran, il y a évidemment Thales qui sont à mes côtés. Aujourd'hui, on lève, grâce aux exportations, une hypothèque absolument considérable de l'ordre de 4 milliards sur la loi de programmation, ce qui fait que je suis extrêmement heureux, content, satisfait de cela. Voilà. Et comme tout cela a été anticipé dès l'écriture de la loi de programmation, nous ne pourrons pas être surpris d'avoir à faire face à des exportations, quelque part. Heureusement. Bon, cela étant, la LPM est une LPM que le ministre qualifie lui-même de LPM de survie. Et donc, pour l'avenir de notre BITD, pour sa stabilité, l'exportation demeure toujours quelque chose d'absolument fondamental. L'année 2014 a été bonne, 8,3 milliards d'euros, c'est à peu près le chiffre exact, à la 20e décimale près. Il sera meilleur cette année. 2015 va être une année encore plus prolifique. Nous prendrons les paris avec Patrice et Philippe à la fin de la séance, de manière à pouvoir parier sur le montant, qui dépassera largement les 15 milliards, je pense. Quelle est notre problématique ? Notre problématique, c'est la concurrence, avec aujourd'hui 3 tendances majeures. Une concurrence de plus en plus rude avec les Américains, conséquence des réductions de budget d'acquisition du DoD. Je répète ce que je dis de manière massive, c'est qu'ils ne réduisent pas pour autant leur budget de R&D. On est toujours sur des montants absolument colossaux, de l'ordre de 75 milliards de dollars. Et le dollar se rapproche de l'euro, comme vous l'avez noté. La croissance économique des marchés émergents, l'apparition de nouveaux acteurs à l'exportation, Corée du Sud, avec des sous-marins qui ont été vendus en Indonésie, et la construction de pétroliers ravitailleurs de la Royal Navy par le DSME. Enfin, nos clients à l'exportation souhaitent améliorer leurs propres compétences, leur propre industrie, avec à la clé un renforcement très significatif de transferts de production technologique. Les transferts de technologie sont manifestement, dans l'expérience qu'on peut en avoir, un élément extrêmement différenciant entre les concurrents. Il est de notoriété à peu près publique que les Américains y sont extrêmement répugnants. Et ces transferts intéressent au premier chef les entreprises ici présentes. Et au fond, c'est un des éléments qui doit être constitutif de leur stratégie globale. Ces transferts de technologie sont également des décisions qui relèvent de l'État, car d'abord nous payons une partie des technologies qui sont résidentes dans les entreprises qui contribuent à la défense en France, et aussi parce que nous avons à prendre en compte nos propres impératifs de souveraineté, les impératifs liés au contexte stratégique, etc. etc. Tout ça, vous l'imaginez bien volontiers. Mais au final, ces transferts permettent de faire face à la concurrence, avec, je crois, un modèle français qui, globalement, l'année 2015, on le montre, est apprécié. Quel est le risque ? Le risque, c'est de ne pas rester compétitif. Donc, on doit, pour notre propre industrie, et pour faire face à ceux qui seront nos concurrents demain, et que peut-être nous aidons d'ailleurs à devenir nos concurrents, nous devons donc améliorer sans cesse nos propres compétences afin d'assurer notre souveraineté dans la continuité,
avec des technologies clés qui nous continuent de nous procurer un avantage significatif. Ça veut dire qu'il faut se concentrer encore et toujours sur l'innovation. C'est une pensée extrêmement lancinante chez moi. Je crois que la préparation de l'avenir, le futur, sont des choses tout à fait fondamentales, ne serait-ce que parce qu'on est devant des constantes de temps qui sont absolument colossales et qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec les constantes de temps du monde politique. C'est parfaitement vrai. Les investissements donc, dans l'innovation sont fondamentaux. 1 milliard d'euros du côté du ministère de la Défense en continuité dans la LPM, avec 730 millions d'euros qui sont ce qu'on appelle les études amont, qui vont directement dans l'industrie, et également recours à des dispositifs duaux, extrêmement importants dans notre vision, car c'est ce qui nous permet d'avoir la surveillance globale de ce qui se passe dans le monde français et peut-être européen, dans les universités où il y a d'excellents labos, dans des PME que nous avons parfois un peu de mal à repérer, et ainsi de suite. Voilà, je crois que le maître mot là-dedans, en réponse au transfert de technologie, c'est innovation, continuité de l'innovation, encore et toujours. Merci Laurent Collet-Billon. Patrice Ken, pouvez-nous donner 2-3 éléments clés pour justement la réussite d'un transfert de technologie à l'étranger? Merci Michel. Déjà peut-être repartir d'un fait, c'est qu'aujourd'hui les transferts de technologie, qu'on le veuille ou non, les clients le demandent. Voilà. Nos clients nous le demandent. Voilà. Donc on aime ou qu'on n'aime pas ça, premièrement. Deuxièmement, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ça a commencé il y a très longtemps avec les offsets. Alors je me souviens, quand je suis rentré chez Thales, on m'avait expliqué que nous étions actionnaires du leader mondial de l'éponge naturelle dans le cadre d'offset d'un marché de défense en Grèce. Donc tout ça pour dire qu'effectivement ça remonte loin. Puis ensuite, on voit où ça mène. Merci monsieur le délégué. Puis on a connu effectivement les offsets directs, peut-être une manière un peu plus intelligente d'alimenter la machine. Puis des transferts en technologie, transferts en production. Et aujourd'hui et demain, moi ce que j'appelle la localisation, où finalement, et pour répondre à la question, c'est quoi les critères un peu de succès ou clés, c'est d'anticiper finalement ce que veulent nos clients. On sait ce qu'ils veulent, et c'est d'anticiper ces mouvements-là. Se localiser, ça veut dire aussi, dans ces pays, ça veut dire récupérer une partie de la création de valeur que ces clients veulent chez eux. Ce besoin de transfert de technologie, si on se met à leur place 2 minutes, il est assez légitime. Ils ne veulent plus uniquement acheter un produit, un système, un équipement, mais ils veulent aussi des emplois qualifiés, de la valeur ajoutée, de la technologie. À partir de ce moment-là, effectivement, quand on s'installe dans ces pays-là, quand on se localise par nos propres ressources, par nos propres compétences, eh bien effectivement, nos équipes dans ces pays-là peuvent être finalement le récipiendaire de ces fameux transferts de technologie, transferts en production. Alors après, ça va dépendre des pays, des législations, j'y vais, pas j'y vais, etc. Mais voilà, il y a un moyen d'anticiper, de se localiser dans ces pays-là et de faire que le transfert de technologie, il est à la fois créateur de valeur pour le client, mais aussi l'entreprise, une entreprise comme Thales, peut en récupérer une partie. Alors ça marche, je dirais, où ceci fonctionne tant qu'on a encore de la technologie à transférer, monsieur le délégué. Ça veut dire que ça ne marchera dans la durée que si effectivement on continue à pouvoir développer en France, prenons le cas de la France, de la technologie, des systèmes, des produits qui intéressent nos clients là-bas, d'où l'importance d'une LPM qui effectivement, sans LPM, on n'aura plus de technologie demain, donc ça s'arrêtera. D'où l'importance d'outils comme le PIA, d'où l'importance du crédit d'impôt-recherche qui nous permet finalement d'avoir encore, aujourd'hui et demain, de la technologie qui intéresse nos clients, de l'innovation et toujours un temps d'avance par rapport à ce que le pays récipiendaire peut lui-même imaginer. Monsieur Petit-Colin, vous êtes à la tête d'une entreprise duale. Est-ce que cette société duale, est-ce que ça vous sert justement dans les transferts de technologie? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les transferts de technologie aujourd'hui sont un élément important du développement de nos sociétés. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a différents types de critères que l'on peut quand même regarder de façon assez rapide.
Dans les transferts de technologie, de quoi parlons-nous? On parle de maintenance, on parle de production et on parle de développement. Pour tout ce qui concerne la maintenance et la production, je crois que maintenant, on s'y est tous fait. On est tous prêts, suivant des conditions commerciales, suivant le fait que les récipiendaires sont capables ou pas capables. À un moment, on fait des transferts de technologie dans la maintenance et dans la production. Le développement, c'est un peu plus touchy. Concernant les développements, regardons à qui on fait ces transferts de technologie. Alors on peut se les faire à soi-même. On rachète des sociétés, on crée des filiales et on a à faire ces transferts de technologie dans nos propres unités. Et là, nous sommes quand même dans un périmètre fermé. C'est beaucoup plus facile de pouvoir maîtriser ces transferts de technologie. Lorsqu'on a affaire à une JV ou une société locale, la problématique est quand même un petit peu différente. Vous parliez de société duale. Pour moi, un transfert de technologie qui se fasse dans le civil ou dans le militaire, c'est exactement la même chose. Les technos sont duales. Et donc, dès lors qu'on a un transfert de technologie à faire, je ne regarde pas si c'est militaire ou civil. Je regarde qu'est-ce que je transfère, puisque même si je transfère quelque chose pour le civil dans un premier temps, je sais que par derrière, cette technologie pourrait être utilisée. Ce qui est important à regarder, c'est qu'est-ce que l'on transfère dans le domaine du développement. On a tous du software à transférer, dès qu'on parle de développement. On a du hardware, on a des systèmes, on a des équipements. Ce que nous pensons, nous, chez Safran, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que donc, au niveau des transferts, on ne transfère pas, par exemple, les codes sources sur un software. On regarde dans les développements de hardware et d'équipements jusqu'où l'on peut aller, sachant qu'on ne va pas jusqu'aux dernières générations. Nous avons la chance, comme le disait Patrice et le délégué un petit peu plus tôt, d'être dans une dynamique en France où l'on crée de la valeur, où on crée des nouvelles technologies de façon récurrente aujourd'hui. Nous ne transférons pas, encore une fois, quand je me place dans les développements à des sociétés étrangères, les dernières technologies. Nous essayons à chaque fois qu'on peut de pouvoir rester avec une technologie juste avant la dernière pour pouvoir se garder un petit peu d'avance dans le cas où ces personnes à qui nous transférons deviendraient un jour ou l'autre nos concurrents. Donc oui au transfert de technologie, attention, on ne fait pas n'importe quoi, mais nous avons besoin, je reprends ce que disait Patrice à l'instant, nous avons besoin que le gouvernement, par des PEA, par de la recherche, par du développement, nous aide à maintenir toujours cette longueur d'avance qui nous permet en fait de pouvoir accéder aux demandes de nos clients. Justement, Monsieur Collet-Billon, la France est-elle armée pour garder justement un coup d'avance par rapport à l'arrivée des pays émergents qui exigent donc ces transferts de technologie en vue de créer leur propre industrie? Très clairement, on a vu que dans le budget 2015, il y avait 730 millions d'euros pour les études amont, alors qu'en 1995, c'était 50% de plus élevé. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est vraiment armée pour faire cette course en tête? Premier élément de réponse, quand je regarde à côté, je pense que oui. Quand je regarde l'effort de recherche en matière de défense en Europe, nous sommes de très très loin les premiers. Alors ça suffit pas, évidemment, comme élément de réponse. N'empêche que par rapport au reste des compétiteurs potentiels européens, on a de la marge là-dessus. Le premier point, c'est que, ces 730 millions d'euros s'inscrivent dans la durée, c'est ce que disait Patrice, la LPM, et c'est quelque chose qui est invariant. Malgré tous les aléas budgétaires qu'on a pu connaître, le montant des études amont est resté non affecté et sanctuarisé quelque part, et c'est donc quelque chose qui est tout à fait fondamental. Ça montre au moins que l'importance de ces actions menées au titre des études amont a été parfaitement perçue. On peut aller un tout petit peu plus loin et dire que le montant de la R&D globale dans le budget de la défense est de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. Il faut évidemment adjoindre aux 730 millions pour atteindre ce montant de 3,5, les développements qui sont menés dans l'industrie, et puis ce qu'on fait également dans les établissements comme l'ANERAL, le CNES, l'Institut de Saint-Louis, et même le CEA. Hein. Mais voilà, le dispositif est assez vaste, mais tout à fait réel. Deuxième élément, vous avez mentionné le fait que, effectivement, c'est inférieur au crédit qui existait en 1995. En 1995,
Ça s'appelait encore la DRET, si ma mémoire est bonne, et il y avait, disons, une légère dispersion quant à l'utilisation des crédits d'études amont. La focalisation n'était peut-être pas absolument parfaite, j'en suis même certain. Disons que ça faisait partie des éléments qui ont été pris en compte d'ailleurs par un délégué qui est arrivé en 1996 pour faire évoluer l'organisation de la DGA, précisément. Donc aujourd'hui, on est sur une focalisation qui est bien meilleure, qui résulte d'ailleurs d'un dialogue fort avec les industriels, mais également d'un dialogue fort avec les universités, tous les partenaires qu'on peut trouver dans le monde civil. Universités, pôles de compétitivité, évidemment, régions. On a des partenariats avec différentes régions, et tout ça permet d'avoir des effets de multiplicateurs qui sont extrêmement importants. Troisième point, on se concentre, et c'est ça également un effort de focalisation, sur les technologies de souveraineté et les technologies de rupture, avant tout. Donc notre objectif est d'arriver à détecter là où notre argent est vraiment utile. Par exemple, je vais prendre un exemple qui remonte à peu près à 1995. À la DGA, il y avait des tas de gens qui, à l'époque, étaient fanats de mettre de l'argent, des crédits, sur le développement de la motorisation électrique pour les véhicules terrestres. Celui qui est arrivé en 1996 était quand même assez fin connaisseur de la situation des véhicules terrestres, n'est-ce pas? Il nous a dit, vous êtes des jobards, parce que ce que vous allez mettre, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que le monde des constructeurs automobiles va mettre dans la propulsion électrique des véhicules. Donc on a arrêté. Voilà, c'est ça aussi l'effort de focalisation, c'est voir s'il y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces que vous, mettre peut-être la petite cotisation qui vous permet d'avoir accès et un droit de regard, mais pas beaucoup plus. Et puis il y a des choses que vous devez assumer pleinement. On a des actions aujourd'hui, par exemple avec Thales, dans le monde de la détection aéroportée ou des contre-mesures électroniques. Alors là, je pense qu'on est un partenaire fiable dans la durée et on assume vraiment une très grosse part du financement de ce que Thales veut faire, parce que personne ne le fera à notre place. Ça, c'est évident. Monsieur Petit-Colin, Monsieur Ken, une question pour vous. Jusqu'où peut-on aller dans un transfert de technologie pour gagner un contrat ou se lancer dans une coopération ou même avoir un axe de développement? Je commence? J'ai le micro. Oui. Je dirais, moi, je ferais peut-être la différence déjà entre la défense et le civil. Bon, la défense, mon voisin de gauche en fixe les limites de manière très, très, très vigilante. Et puis, alors que dans le civil, effectivement, c'est nous-mêmes qui nous fixons nos propres limites. En fait, je ne me pose pas tellement la question comme ça. C'est-à-dire que j'essaie plutôt de voir ces questions de transfert de technologie, non pas jusqu'où faut-il aller, parce qu'après, ça nous met à risque, mais plutôt comment ça peut nous aider, comment ça peut créer, transformer ce qu'on peut voir ça au départ comme une contrainte, en fait, comme une opportunité. La première des choses, et ça, le délégué l'a cité, d'abord, c'est un formidable discriminant par rapport à certains de nos compétiteurs, dont les compétiteurs américains, qui effectivement renaclent, rechignent à transférer de la technologie. Ce n'est pas dans leurs habitudes, ce n'est pas dans leur gène. Là où les sociétés européennes, en tout cas Thales, a une certaine agilité dans le domaine, faire des partenariats, des JV, etc. Donc c'est un formidable discriminant déjà, et on peut s'en féliciter. Ensuite, comment transformer tout ça en, je dirais, en opportunité plutôt qu'en contrainte? D'abord, premièrement, ça peut être un levier de compétitivité. Je regarde les offsets qu'on a à remplir dans le cadre du Mirage 2000 Inde. Ça nous a amené effectivement à faire en Inde des choses qui étaient faites en Europe, qu'on n'aurait peut-être pas fait faire en Inde s'il n'y avait pas eu ces demandes d'offset, et qui nous a clairement permis d'être en plus compétitifs. Je regarde ce qu'on va faire au Maroc en installant un centre de production d'additive manufacturing. C'est dans le cadre, ça ne s'appelle pas des offsets là-bas, mais ça y ressemble, de contrats qu'on a gagnés au Maroc. Ça nous permet de s'installer là-bas, en fait financés indirectement par le client, parce que les offsets, ils sont en fait indirectement payés dans nos contrats, là où on ne l'aurait peut-être pas fait, là, et avec la vitesse, on va pouvoir le faire. Donc levier de compétitivité. Deuxièmement, ça nous apporte aussi, dans un certain nombre de cas, une vraie proximité client, une vraie intimité client. Surtout quand vous êtes à l'étranger. Quand on fait encore la moitié du groupe en France, être proche de nos clients à l'étranger, ça compte. Philippe a parlé tout à l'heure des centres de maintenance, les centres de support. Avoir des centres de maintenance et de support près de nos clients là-bas,
va créer une intimité client. D'abord, ça va aussi permettre de les satisfaire mieux, parce qu'on sera plus réactif, et de mieux les connaître. Et je vois par exemple, comme on a tiré la pelote aux Émirats Arabes Unis, qui est devenu dans le domaine des transmissions, des communications, hein, une petite France, entre guillemets, hein, où on équipe la quasi-totalité des forces émiriennes en matière de transmission et de communication, c'est aussi lié à cette proximité client qui est venue, au travers du temps, à travers cette demande de proximité, de localisation. Et puis troisième chose, troisième atout, troisième opportunité, c'est ce que j'appelle comment typiquement des demandes d'offset sur nos marchés de défense vont nous permettre de se développer ou de renforcer des domaines civils dans un pays donné. Je m'explique. Je prends le cas de la Malaisie, où on a gagné il y a quelques années un contrat très important sur des véhicules 8.8 pour équiper ces véhicules avec toute l'électronique, la vétronique, les communications, de l'optronique, tous les véhicules. On a effectivement associé à ce marché des demandes d'offset. Voilà. On a été amené, je trouve de manière assez smart, à proposer à ce pays, à la Malaisie, d'implanter un centre d'excellence en matière de transport et de signalisation ferroviaire. Il était très intéressé, il ne s'estimait pas très mûr sur ces questions-là, et il nous a donné le feu vert. Et donc, grâce à un marché de défense, ce qu'on peut voir comme une contrainte au départ, en fait, on a pu installer ou se renforcer, parce qu'on était déjà présent en Malaisie dans le transport, mais se renforcer dans un autre domaine, dans une autre verticale de Thales, qui est en l'occurrence la signalisation ferroviaire. Voilà, au travers de ces trois exemples, levier de compétitivité, proximité client et, je dirais, dualité civile-militaire sur des marchés où on utilise des offsets de l'un pour se développer sur un autre marché, comment on peut voir, je pense, différemment ces questions de transfert de technologie. Merci M. Ken. M. Petit-Colin. Écoutez, moi je fais quand même, par rapport à ce que dit Patrice, une différence entre transfert de technologie et offset. Pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. L'offset est une obligation que l'on se crée lorsque l'on vend un produit, d'acheter des produits du pays dans lequel on commerce ou avec lequel on commerce. Le transfert de technologie, on transfère vraiment un savoir-faire, des process, des processus à des gens qui, un jour, peuvent devenir vos concurrents. Je trouve qu'il y a quand même une différence, en particulier dans le domaine du développement. Dans le domaine de la fabrication, c'est un petit peu différent. Dans le domaine de la maintenance, n'en parlons pas. Mais dans le domaine du développement, il y a quand même quelque chose de supérieur dans ce que moi j'appelle, en tout cas, ou ce que j'ai développé jusqu'à maintenant, au niveau des transferts de technologie. Donc la réponse à tout ça, c'est oui, bien entendu, il faut le faire dès lors que nous y sommes contraints. Nous avons une chance, c'est que les Américains ne le font pas. Mais par contre, la réponse pour nous, c'est de toujours avoir un coup d'avance. Et ça passe par des efforts de recherche, de R&D et d'innovation dans nos entreprises qui sont à des niveaux qu'on n'obtiendrait pas si on n'avait pas ces challenges. Aujourd'hui, les dépenses d'une boîte comme Safran dans le domaine de la R&D est largement supérieure en pourcentage à ce que font nos concurrents américains. Nous sommes de l'ordre de 2 milliards, nous dépensons en autofinancement 2 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 15 milliards. Donc vous voyez l'effort qui est fait. Nous brevetons en France, nous n'avons pas assez le réflexe de breveter ce que nous faisons. Nous sommes, Safran, le deuxième dépositaire en France de brevets. Nous avons breveté, nous avons obtenu 700 brevets l'année dernière. Et je crois que c'est en passant par là que l'on maintiendra toujours la petite avance qui nous permettra de pouvoir répondre à ces demandes. Nous sommes un petit pays par rapport aux États-Unis. Si on veut être compétitif, il faut qu'on offre un plus. Le plus, c'est la techno que l'on met à disposition des pays qui achètent nos matériels, sachant que, bien entendu, le risque, c'est que cette techno se retourne contre nous un jour ou l'autre. Donc, innovons, travaillons et cherchons en permanence à être à un niveau ou à un stade à avancer par rapport à ces gens-là. Une question également sur, j'aimerais qu'on torde le cou à des idées reçues. Est-ce que les transferts, c'est plutôt pour les industriels, est-ce que les transferts de technologie sont-ils créateurs d'emplois ou ce qu'on pense en général destructeurs d'emplois en France? Monsieur Petit-Colin ou Monsieur Ken? Ou les deux?
micro, je commence. Là aussi, je ne me poserai pas en fait, la question comme ça. Je pense que c'est que si on les accepte pas, exactement, on n'a pas le choix. Si on les accepte pas, on détruira de l'emploi parce qu'on n'aura pas de contrat, on n'a rien pour faire travailler les gens. Donc la question, elle est plutôt de savoir ils sont là, il faut le faire. 2, comment effectivement partager la création de valeur équitablement entre guillemets entre ce qu'on va localiser, ce qu'on va faire et puis ce qu'on garde dans les pays d'origine, que ce soit la France ou d'autres, depuis lesquels on exporte. Et puis 3, c'est ce que j'appelle le coup de la bicyclette. Il faut continuer à pédaler, donc merci la LPM, etc., pour avoir toujours des choses demain à vendre, à transférer et à proposer à nos clients. Monsieur Petit-Colin. Je suis d'accord avec Patrice sur ce point. Au niveau de la production, moi je connais des cas que j'ai vécu personnellement, par exemple dans le domaine du câblage, où si nous n'avions pas accepté à un moment de transférer, là on parlait de production, pas de développement, mais la technologie pour produire ces câblages, que ce soit au Mexique ou que ce soit au Maroc, nous aurions complètement détruit les emplois en France. Les emplois en France ont continué à progresser, ce qui est assez difficile dans une industrie de main-d'œuvre comme le câblage, que par le fait qu'au niveau global, nous restions compétitifs grâce à ces transferts de technologie. Il peut y avoir également des cas de SAGEM, où le fait de réaliser ces transferts de technologie nous amène des volumes largement supérieurs, et les éléments de base, je parle par exemple de navigation inertielle, les gyroscopes sont faits chez nous à 100%, malgré que nous ayons des JV en dehors de France, et ces quantités supplémentaires nous permettent de maintenir nos prix à un niveau compétitif par rapport aux Américains et la technologie également au meilleur niveau. Donc nous avons du business supplémentaire créé grâce à ces JV. Merci. Monsieur Collet-Billon. Oui, pour revenir là-dessus, je crois qu'il faut bien voir que les transferts de technologie se placent dans des cadres qui, vu de l'État, sont des cadres de partenariat stratégique avec un certain nombre d'États. Et le partenariat stratégique, ça s'entend dans toutes les dimensions. Ça veut dire que nous acceptons de transférer, ou que les industriels transfèrent plus exactement, des technologies, voire des technologies sensibles, uniquement lorsque ça en vaut le coup, au plan stratégique. Et le plan stratégique inclut les dimensions commerciales. Donc il y a nécessairement associé à ces transferts un volume de travail qui est tout à fait significatif. Et, en revanche, l'aspect dual, c'est que s'il n'y a pas de business case intéressant, il n'y a pas de transfert de technologie, vu de nous. Ça, on est assez restrictif là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'au fond, ces transferts de technologie génèrent du boulot de manière indirecte également en France. Il y a tout un tas de choses à préparer pour faire ces transferts de technologie. Souvent, c'est accompagné également de demandes d'instruction de la part de nos armées au profit des personnels qui vont être étrangers, qui vont être amenés à mettre en œuvre ces matériels. Donc il y a des effets induits qui vont très largement au-delà de l'aspect strictement industriel. Pour terminer, je reprendrai ce que disait Philippe Petit-Colin. Il y a quand même une question de volume de production à l'arrivée qui est quelque chose d'absolument fondamental. Même si on se flatte des beaux succès de notre Rafale aujourd'hui, il faut bien voir que les Américains ont produit 4500 F-16. Donc on n'en est pas là. Donc même en prenant simplement les lois de Raët, vous pouvez calculer quel est l'effet induit sur les prix de série à la sortie, en tenant compte du fait qu'il y a eu des standards différents, etc. Mais n'empêche que ça, pour nous, c'est tout à fait indispensable. C'est ce qui fait que, d'une manière générale, on considère du côté de la DGA qu'il faut avoir un volume d'exportation, quel que soit le prix en payé, y compris des transferts de technologie, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on a en production pour nos propres besoins en France. Une question d'actualité, Monsieur Collet-Billon. Quel est le retour d'expérience que vous avez aujourd'hui sur, entre guillemets, l'échec du Rafale en Inde, en tout cas au niveau du transfert des technologies? Est-ce qu'on a tiré les conseils, enfin, est-ce qu'on a tiré les leçons de ce transfert de technologie avorté? Je ne sais pas s'il s'agit d'un transfert de technologie avorté. Ce qui était en cause, c'était quand même la réalisation de l'intégration de 108 Rafales là-bas, avec création probablement de parties de supply chain avec les équipementiers indiens. Mais il n'était pas question de la production de la totalité de l'avion Rafale en Inde aujourd'hui. C'était parfaitement clair. Alors, il y a plusieurs questions qui se sont posées en cours de route. Je n'y reviendrai pas pour des raisons diverses.
on n'en a pas tiré les leçons pour une raison extrêmement claire, c'est que nous sommes à 100% sur la concrétisation du contrat de 36 Rafales que M. Modi a annoncé lors de son passage à Paris. Nous, c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Après, on reviendra sur les leçons que l'on doit tirer du fait que le contrat des 126 Rafales ne va pas au bout qu'il était projeté initialement, mais ce sera simplement un deuxième temps, si vous voulez bien. 36 Rafales, c'est toujours quelque chose de significatif, vous savez, surtout quand ils sont produits en France. Bien sûr. On va élargir le débat à la salle. Est-ce que vous avez des questions au premier rang? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Fabrice Fontanier, Rockwell Collins. Monsieur le délégué général, messieurs. Donc j'ai une question qui rebondit sur le business case des transferts de technologie, qui doit être aussi pris côté des récepteurs. On observe dans certains pays, en particulier des pays qui ont un peu moins de taille critique, que non seulement ils demandent des transferts de technologie, mais on a également le transfert de business par la création de JV, pour lequel il faut apporter du business. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça? Est-ce que c'est une tendance inquiétante? Est-ce que c'est une tendance qu'on doit suivre parce qu'elle est aussi demandée par le client? Quoi en pensez? Qui veut répondre? Pour l'expérience qu'on en a, la plupart du temps, ces JV, on en est actionnaire. Donc le business, c'est pas qu'on y apporte, mais le business que la JV se crée, à partir effectivement de technologies ou autres qu'on apporte, mais elle est bonne pour la JV, donc elle est bonne pour ses actionnaires, donc elle est bonne pour Thales. Donc c'est ce type de mécanisme effectivement qui est maintenant en route aux Émirats Arabes Unis. Je vois par exemple en Chine, quand on a créé une JV dans le domaine de la signalisation ferroviaire, elle se développe, ça crée la valeur pour les deux, pour nous, pour le partenaire chinois, à tel point maintenant qu'elle réexporte depuis la Chine. Donc je ne le vois pas effectivement comme une disparition finalement de valeur dans une JV, mais plutôt au contraire, c'est comme une nouvelle unité Thales finalement qui s'est créée dans un endroit X, Y, Z, et à partir duquel on va pouvoir rayonner et puis en bénéficier. Monsieur Petit-Colin. Je ne sais pas à quel contrat particulier vous faisiez référence, mais c'est une règle qui nous a été quasiment imposée à tous les partenaires qui voulaient rentrer à une époque sur le C919 chinois. Les Chinois ont décidé sur ce nouveau programme que si on voulait faire du business avec eux, il fallait créer une JV locale avec le pendant chinois responsable de ce type de matériel. Donc là, il faut faire très attention. Nous avons, au niveau de Safran, accepté le principe, nous n'avons pas gagné tous les contrats sur lesquels nous étions en compétition, mais nous avons accepté le principe de certaines JV, dès lors que nous estimions les principes que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est qu'on gardait une longueur d'avance dans les technologies que nous étions capables de transférer, parce que nous savons très bien que si le programme est civil, à terme, ces technologies peuvent bien entendu diffuser sur des programmes militaires. Nous avons refusé le principe de certaines JV dans des technologies où là, nous estimions que le risque était trop important. Le moteur était une demande de la Chine pour créer une JV. Nous avons totalement refusé avec notre partenaire américain, mais nous étions les premiers à refuser un tel mécanisme. Donc il faut regarder au cas par cas et regarder si à la sortie, le business case est valable du point de vue financier, du point de vue commercial, mais surtout que vous ne vendez quand même pas votre âme à qui vous pouvez, à Mao ou à je ne sais pas qui. D'autres questions? Oui, une question là. Bonjour messieurs, Stéphane Pedrero, Palab Research. Ne pensez-vous pas que les technologies de transfert sont d'une certaine manière un aveu de faiblesse, étant donné que vous les considérez à juste titre comme une solution pour vendre nos produits à l'export? Et à long terme, quelle est votre stratégie? Est-ce que c'est vraiment une stratégie d'appoint pour arriver à vendre nos produits, ou une stratégie sur le long terme pour continuer à exporter ce que l'on fait en France? Et ne pensez-vous pas que si on va trop loin, les partenaires vont demander toujours plus, voire en demander trop, et en faire une condition pour acheter nos produits? Merci. Qui va répondre?
D'abord, je reprends l'expression de Patrice, on n'a pas le choix. On veut vendre, on fait des transferts de technologie. Donc la question n'est même pas de savoir s'il y a une question. C'est tout simplement de constater qu'on passe à la casserole, qu'on le veuille ou non. Bon, ça peut ne pas plaire de passer à la casserole dans un certain nombre de cas, mais il faut continuer à vivre, il faut continuer à produire, il faut continuer à inventer, et pour ce faire, Patrice, toujours lui, a cité un autre mot, il faut continuer de pédaler sur le vélo, pour que le vélo ne se casse pas la gueule. C'est exactement ça. Je crois qu'il n'y a pas... C'est un peu une fuite en avant, quelque part. Flucht nach vorn, en allemand, si ma mémoire est bonne, quelque chose de ce goût-là. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et au fond, faut pas se... Je crois que psychologiquement, il est très mauvais de se mettre dans une situation où on se dit ah merde, je suis en train d'exporter mon savoir-faire, je vais me faire bananer à la sortie. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça que vous sous-tendez quelque part. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis bon, je vais continuer d'être bon dans le futur. Donc, je me donne les moyens d'être bon dans le futur. Donc, au fond, ce que je fais aujourd'hui pour continuer de vivre est positif. Et je serai encore meilleur dans le futur. Et je continuerai d'être meilleur qu'eux. Voilà, c'est tout. Et il faut avoir un moral un peu de conquérant et pas se dire, au fond, je vais rester chez moi. Et puis, voilà. Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Nous, on a vraiment une pédalée, pour ne pas se casser la figure. Et puis, on a une vraie stratégie de localisation dans ces pays-là. Donc il faut sortir du coup par coup, il faut sortir, je dirais, d'approche tactique pour une approche stratégique. Voilà. Donc effectivement, on passe à la casserole, mais autant que ça retombe dans notre assiette. Voilà. Donc on prend les devants, on s'installe dans ces pays-là, on essaie de récupérer une partie des transferts qu'on est obligé de faire à la demande des clients, on n'a pas le choix, et au bout du bout, ça crée de la valeur pour le groupe. Question, premier rang. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce que font les Chinois et les Russes en matière de transfert de technologie? Qui veut répondre à cette question? Je vais commencer, mais ça va être très bref, parce que Philippe Petit-Colin a déjà commencé à répondre tout à l'heure. Ils ne font pas grand-chose. Ils ne font pas grand-chose, mais leur problématique n'est pas du tout la même que la nôtre. Nous avons un budget de défense qui est de 31,4 milliards d'euros. Le leur dépasse encore les 575 milliards de dollars. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes ressorts, quelque part. Les Chinois, c'est du même tonneau. Ils ont un budget de défense qui est très largement supérieur au nôtre. Et ils ont un niveau de prix qui est n'importe quoi. Parce que de toute façon, le prix est fixé, non pas suivant des standards commerciaux, mais suivant des standards politiques, quelque part. Chacun joue avec les règles qui sont les siennes, quelque part, hein, dans ce milieu-là. Ouais. On peut interpréter votre question de deux façons. Qu'est-ce que nous faisons quand nous avons des demandes de transfert de technologie pour la Chine ou pour la Russie? On peut aussi comprendre votre question. Qu'est-ce que font nos concurrents chinois et russes lorsque les mêmes demandes leur sont posées? Au stade où nous en sommes en termes de technologie, en tout cas dans les métiers qui sont les nôtres, les concurrents chinois et russes ne sont pas du tout à notre niveau. Ils sont vraiment un cran en dessous, que ce soit dans les moteurs, dans les trains d'atterrissage ou les choses comme ça. Et donc, nous ne les voyons pas nous attaquer en dehors de leur propre marché. Aujourd'hui, dans l'aérodéfense, les Chinois et les Russes sont là pour consolider leur propre industrie. Ils ne sont pas dans une situation où ils veulent exporter, de par leurs équipementiers et leurs systémiers, des produits en dehors de leur pays. Donc la deuxième partie de votre question tombe d'une certaine façon. Pour la première partie, je vous ai dit au niveau chinois ce qui nous arrivait. On regarde. Patrice a dit que lui, il y voyait beaucoup d'avantages en Chine. On y voit, nous, des avantages, mais on y voit aussi des risques. Et aujourd'hui, nous avons une ligne blanche que nous ne dépassons pas. Pour ce qui est de la Russie, c'est exactement la même chose. Il y a des produits que nous sommes prêts et nous avons décidé de faire des transferts de technologie avec la Russie. Je rappelle que tout ça se fait dans le cadre de la législation française et nous demandons les autorisations, bien entendu, avant toute discussion avec nos partenaires, que ce soit en Chine ou que ce soit en Russie, au gouvernement français. Juste un complément sur la Russie et la Chine. Je vais illustrer avec deux secteurs d'IT qui sont les mêmes pour ces deux pays-là. Effectivement, ce sont plutôt eux aujourd'hui qui sont demandeurs de technologie,
par rapport à ce qu'on a, plutôt que l'inverse, eux qui les apportent à nos clients et qui seraient des concurrents à un groupe comme Thales. Deux exemples me viennent en tête, le spatial et le contrôle du trafic aérien. Alors, le second est un exemple purement civil, où effectivement il n'y a pas trop, voire pas de contraintes spécifiques d'exportation. C'est effectivement un pays, la Russie, où les centres de contrôle du trafic aérien sont absolument vétustes. Hein. En termes de technologie, effectivement, ils ont peut-être 20 ans de retard. Simplement, ils n'ont pas encore décidé de se tourner vers l'extérieur, mais un jour ça viendra. La Chine, c'est déjà le cas, puisque nous sommes fournisseurs d'un certain nombre de systèmes de contrôle du trafic aérien depuis maintenant au moins une quinzaine d'années en Chine. L'autre exemple du spatial, lui, il est civil et dual à la fois. Hein. On le sait, ces deux pays-là sont deux partenaires historiques depuis très 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 longtemps de la France et en l'occurrence de Thales Alenia Space. Et on voit bien quand on discute avec eux, et étant en Chine en début d'année, je l'ai constaté, je dirais de visu, ils sont très, très, comment dire, très respectueux ou très envieux des technologies qui sont aujourd'hui maîtrisées chez nous, chez Thales Alenia Space, et sous-entendu qu'ils ne maîtrisent pas encore aujourd'hui chez eux. Voilà. Juste pour compléter la question de monsieur, quels sont les pays les plus agressifs en termes de transfert de technologie? Quels sont les pays les concurrents de la France dans ce domaine-là? C'est très difficile à apprécier parce que c'est marché par marché en réalité. Et donc c'est très très segmenté, c'est très, très dépendant de ce que veulent les pays. Bon, on a par exemple des pays du demandeurs de technologie en matière de défense aérienne. Ailleurs, c'est dans le naval, donc difficile de répondre. Les concurrents n'étant pas les mêmes lorsqu'on parle de défense aérienne ou lorsqu'on parle de naval. Merci. Une question? Oui, Olivier Lèbre, Isae Supaéro. On a beaucoup parlé des limites apportées au transfert de technologie avant même qu'il ne soit lancé. Moi, j'aurais plutôt une question sur la façon dont on fait le transfert ensuite. Vous avez une certaine expérience en la matière. Maintenant, quels sont les facteurs clés de succès? Quelles sont les difficultés qu'on peut avoir à réussir un transfert de technologie? Qu'est-ce qui fait que le client à la sortie est satisfait ou ne l'est pas? Je pense que ça peut être intéressant de regarder ça. Et peut-être une question qui intéresse plus directement l'Isae Supaéro. Est-ce qu'il y a des difficultés associées à la capacité, aux compétences disponibles dans le pays concerné pour absorber la technologie qu'on veut transférer? C'est une question très large. En fait, c'est du cas par cas. Tout dépend du niveau de la société qui est réceptrice de cette technologie. Ou bien s'il part de zéro, et là, il faut tout bâtir et on ne peut pas démarrer par le développement. Ou bien c'est une société qui est déjà concurrente et qui veut simplement, sur un point précis, arriver à votre niveau ou se rapprocher de votre niveau de technologie. Et là, c'est beaucoup plus facile. On peut démarrer, et on démarre très souvent dans nos industries, en tout cas les industries aéronautiques, par la maintenance. Parce que c'est souvent des sociétés qui connaissent nos produits, qui travaillent avec et qui à un moment veulent pouvoir les réparer. Ensuite, on passe à la production ou à la coproduction, et là, c'est des transferts d'outillage, c'est des transferts de processus, c'est des transferts de procédés de fabrication qui sont à la clé de ces transferts de technologie. Enfin, le plus difficile, c'est bien entendu tout ce qui tourne autour de l'engineering, du développement, et là, ça peut prendre des années, et il faut qu'il y ait l'infrastructure locale, en particulier au niveau des ingénieurs et des techniciens, pour pouvoir acquérir et absorber cette technologie. Deux dernières... Ah. Je complète parce qu'il a posé une question qui porte sur Supaéro. Et donc, je crois que ça rejoint directement les problèmes de formation des individus. Bon, dans le domaine militaire, on voit très bien qu'on a des relations qui sont beaucoup plus faciles, très aisées même parfois, avec des gens qui sont passés par Saint-Cyr ou par Naval. Chez nous, ça renforce directement les liens entre les militaires. Je pense que c'est exactement la même chose entre industriels. Avoir en face de soi des gens qui ont les mêmes modes de pensée et qui ont été acculturés de la même manière à la technologie et à l'ingénierie, ça simplifie le débat. D'où la nécessité, pour les écoles, les universités, de renforcer la présence internationale dans leur sein. Ça, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire et qui doit devenir un des drivers de l'évolution de Supaéro, monsieur Lèbre. Nous avons l'exemple de la Chine, où le fait d'avoir implanté Centrale à Pékin nous a beaucoup aidé, nous, lorsque nous avons fait des transferts de technologie dans ce pays.
Une question? Bonjour messieurs, François Lamy, Filimage. Est-ce que le non-transfert de technologies sensibles peut causer l'échouement d'un contrat, la non-conclusion d'un contrat? Si on refuse de répondre aux clients, oui, ça peut effectivement conduire à ce qu'on ne conclut pas le contrat. Hein. Ça, c'est... je ne sais pas quoi répondre de plus. Il y a une discussion, effectivement, mais si on n'est pas à la hauteur de ses attentes, et s'il trouve quelqu'un qui est capable de faire mieux, il ira voir effectivement l'autre pays / industriel qui est derrière le pays. Maintenant, je pense que, en tout cas de mon expérience chez Thales, je crois qu'on a toujours réussi à trouver, avec l'aide du ministère de la Défense, et voilà, le bon fit entre répondre au client, aller peut-être à 90-15% de ce qu'il veut, peut-être pas 100%, hein, ça dépend des sujets, de manière à ne pas, je dirais, dire non ou ne pas échouer juste pour cette question-là, et quand même y arriver. Ou en tout cas, si on n'y arrive pas, c'était pas pour des questions de refus ou d'inadéquation entre ce que voulait le client et ce qu'on a finalement proposé en matière de transfert de technologie. Moi, je veux dire qu'effectivement, aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, hein, l'appui qu'on a du ministère de la Défense et des parties prenantes, parce que c'est un sujet interministériel, est réel pour nous aider vraiment, pour faire que, en tout cas, ce ne soit pas un obstacle, que ce ne soit pas quelque chose qui nous fasse échouer, comme vous disiez, à la conclusion d'un contrat. Si on n'y arrive pas, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. On va prendre une dernière question dans la salle, si quelqu'un en a une. Oui. Bonjour, Vincent Baudouin, Société Farragut. Je vais prendre le contre-pied de la question de monsieur pour dire finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à transférer directement les technologies pour faire adopter des normes plus rapidement? Je prends l'exemple de Tesla qui, pour accélérer l'adoption de ses systèmes, a transmis vraiment ses brevets à tous ses concurrents pour leur dire voilà, tout est disponible. Et du coup, adopter ce système-là, et il se répandra plus vite auprès des marchés. Il y a un certain nombre de cas, on peut aller vers l'open source. Même Windows y va aujourd'hui, quelque part. Donc, il y a des domaines dans lesquels cette attitude est possible, mais de mon sens, ce sont des domaines qui adressent plus largement la consommation publique, davantage que les aspects strictement industriels ou du B2B, si vous voulez. C'est beaucoup plus large que ça. On a déjà suffisamment de mal à établir des normes en Europe. Ce serait très présomptueux de notre part, au plan de l'industrie de défense, de vouloir réglementer également tout ce qui existe sur le monde en la matière. Mais il y a des cas où c'est possible, peut-être. J'en ai pas présent à l'esprit. Peut-être en avez-vous, mais ce serait utile de le savoir. Merci beaucoup. Merci pour ce débat intense et très informatif. Je vous demande d'applaudir les intervenants.